Salut Romain, Salut, ça fait plaisir de faire un super podcast en pleine nature. clairement, C'est une super endroit idée, exceptionnel ouais, à la une Tournette, super idée que Romain a eue parce que voilà, il est vidéaste et photographe, c'est ça. exactement. Et il m'a donné l'idée de mixer entre podcast en nature et ben quand je peux pas rencontrer les personnes, bah, du coup en ligne tout En simplement. visio, ouais. Alors comme ça, tu es parti il y a environ une année, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis parti toute l'année 2023 avec Jody, du coup. Ok, On est parti un an sur deux continents, donc Asie du Sud-Est et Amérique latine. ok. Et c'était un de vos rêves de voyage, c'est ça? Ouais, ça faisait. Alors, moi, ça faisait, on va dire, à peu près 5-6 ans que ça me trottait en tête de partir. J'avais quand même l'habitude de voyager régulièrement. Mais un voyage loin, tout quitter et tout, ouais, ça faisait 5-6 ans que ça commençait à trotter fort. Ok, Et Jody, elle, c'était plus l'opportunité des fins d'études. Un peu se dire, allez, let's go, je fais une coupure. On part un peu après Covid. Le Covid n'a pas été simple pour tous les deux. Pour moi, mon entreprise où je travaillais. Elle, pour finir ses études, du coup, en distanciel sur l'ordi, tout ça. Enfin, les gens connaissent. ouais, ouais. Et du coup, on s'est dit, bah, let's go, on a ce projet commun. On y va, on n'attend pas 107 ans. On met un peu d'argent de côté et c'est parti. Ok, super. Et finalement, ça a été quoi l'élément déclencheur où là vous vous êtes dit, c'est bon, là on Faut y prend les aller. billets, ouais, faut y aller. Bah, Ouh. je te fais attaquer. Je vais pas attaquer. Moi, le déclencheur, ça a vraiment été l'ambiance au travail qui commençait à partir en déclin. Et quand j'allais au taf tous les jours, sur la fin en tout cas, j'y allais plus avec plaisir. Ça me faisait un peu chier. Donc je me suis dit, ouais, là, faut changer quelque chose. Et j'ai rencontré Jody à ce moment-là, vraiment quand ça commençait à être le déclin dans mon travail. Et elle, c'est pareil, l'opportunité des fins d'études. Elle avait un petit peu, deux, trois petits sous de côté. Et puis, pas trop savoir ce qu'elle voulait faire, un peu être perdue, autant elle que moi, à vouloir un peu changer, bouger. Et du coup, on s'est dit, bah, let's go. On avait peur, en fait, chacun de partir solo. Ok, Donc, quand on s'est rencontrés, ça a été le truc de se dire, ah, let's go, on part à deux. Peu importe ce que ça deviendra, notre relation, parce qu'on se connaissait que depuis à peu près 6 mois, un truc comme ça, quand on est parti. Et du coup, on s'est dit, bah, let's go, on y va ensemble, peu importe si on reste ensemble ou pas pendant le voyage, si on s'en fout, on se lance à deux, au moins on fait le premier pays, on fera peut-être qu'un mois ou quoi, on n'en sait rien. Et au ok, final, on est parti, on a fait les un an et c'était incroyable comme expérience. incroyable. Ouais. Et vous aviez un peu un plan quand même avant de partir, vous êtes vraiment parti à l'arrache comme ça, vous êtes dit. Alors, vraiment à la base des bases, moi, mon endroit qui m'attirait le plus, c'était l'Amérique latine. Et elle, c'était plus l'Asie du Sud-Est. Ok, Et donc, on savait juste qu'on voulait faire ces deux continents-là. Et dans quel ordre, on ne savait pas forcément. On s'est mis d'accord sur l'Asie du Sud-Est parce qu'on nous avait dit que c'était un petit peu plus simple et un petit peu moins cher pour voyager. Donc on s'est dit que c'était peut-être plus doux de commencer d'abord par l'Asie du Sud-Est et ensuite aller sur l'Amérique latine pour faire 6 mois, 6 mois. ouais, Et au final, c'est sur ça qu'on s'est rabattu. Et au niveau du plan des pays, on n'avait pas vraiment trop d'itinéraires. On avait deux, trois pays chacun où on était sûr de vouloir y aller. Genre moi j'avais la Thaïlande, l'Indonésie où j'étais sûr que je voulais les faire. Elle, ok, elle avait le Vietnam aussi. Donc du coup on a un peu composé comme ça. ok, Et puis après bah, tu rajoutes les pays de liaison entre guillemets. Par exemple entre la Thaïlande et le Vietnam, on a rajouté le Laos qu'on n'avait pas spécialement prévu de base. ouais. On a traversé sur quelques semaines là-bas. Enfin du coup voilà, on a rajouté tous ces petits pays-là. Mais c'était pas très précis, pas très organisé. Ok, vous aviez un peu l'idée des pays, mais sans savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire dans le pays, quoi. C'était, ouais, Exactement, voilà. Et après on était très au jour le jour. ouais, Et à chercher pas mal, surtout sur les réseaux, du coup, avec Instagram, où je mettais souvent des stories pour demander aux gens ce qu'il fallait faire vraiment dans le pays et tout, pour avoir des retours des vrais backpackers qui ont vraiment voyagé dans ces pays-là. Et du coup, bah, on a avancé comme ça, étape par étape, puis avec les rencontres sur place, avec les locaux aussi, qui n'arrêtaient pas de nous dire, il faut absolument que vous alliez voir la cascade de machin, le ci, le ça. Et du coup, bah, on a vraiment fait le truc. À chaque fois, on avait une visibilité max de une semaine, quoi. C'est ouais. rare qu'on avait plus de visibilité que ça. Ok, excellent, Ouais. excellent. Et vous êtes parti environ avec combien de côtés? Alors, on est parti avec deux budgets différents, mais on s'est Ok, plus basé sur celui de Jody qui était un peu plus petit, et pour pas créer trop d'inégalités entre nous dans les logements et tout. Et on est parti grosso modo avec un budget de. On a un budget quotidien, souvent ils aiment bien parler comme ça, les voyageurs en budget quotidien, tout à fait. de 22 € par jour.
et ce qui fait à peu près, je crois, 660, quelque chose comme ça par mois, 660 € par mois. Ok. Et ce budget, du coup, comprenait absolument tout, sauf le premier avion pour quitter la France. Mais sinon, ça comprenait tous les avions en interne, les bus, les hôtels, les activités, tout. Ok. Donc, c'est pas un budget très élevé. Ouais. On est plutôt bien en dessous de ce que font les gens. On entend souvent parler pour du 1 an sur un voyage type comme on a fait, au moins 10 000, 15 000 € pour l'année. Ouais. Là, 660 par mois, tu tombes à 7-8 000 en gros sur l'année, quelque chose Ok. comme ça. Donc on était quand même un peu râlé pas crête. Et mais vous avez pu quand même faire pas mal de pays Oui, finalement. on a fait 12 pays vraiment visités et 13 parce qu'on a eu une journée où on a visité New York aussi en escale. Ouais. Mais oui, du coup, on a fait vraiment tous les pays qu'on a voulu faire. Après, on l'a fait vraiment à notre manière, dans le sens où du coup, on était présent sur les réseaux Ouais. et on a pu du coup avoir beaucoup de choses gratuites ou à prix réduit en allant toquer aux portes. Voilà, on n'a pas beaucoup d'abonnés, mais on allait chercher, on y allait, on tentait de faire des choses et du coup, ça nous a permis de beaucoup baisser le prix du voyage. Du voyage. Du coup, vous avez fait un peu des collaborations, vous faisiez un peu Ouais, exactement. la pub pour les petits les Airbnb ou C'est chez ça. les homestays, etc. Puis du Les coup, activités aussi, les à chaque activités. fois pour recommander sur Instagram aux gens, on vous conseille tel guide, tel endroit, tel truc. Et du coup, à chaque fois, on essayait de négocier au moins du moitié prix, voire du gratuit. En tout cas au début. Et à la fin, on est même arrivé jusqu'à parfois se faire payer pour aller dans certains hôtels et restaurants. Donc ça, c'était Super. vraiment jackpot ça. Ouais, ouais, tu m'étonnes, Ouais, tu m'étonnes. Et finalement, on peut réaliser qu'avec 7 000, on peut faire un voyage autour du monde ouais, assez easy. En soi, il faut ouais, un peu travailler à côté, mais que c'est quand même possible. c'est clair. C'est- Et encore avec le budget, on a eu plusieurs soucis de budget dans l'année. Des mauvais trucs qui nous sont arrivés, entre guillemets, qui nous ont fait du coup perdre un peu d'argent. Mais si on n'avait pas eu ces déclencheurs-là, je pense qu'on aurait pu tenir toute l'année avec quasi aucune collab, ça aurait fonctionné quoi. Parce qu'il me semble, alors je te suivais à ce moment-là, il n'y a pas eu à un moment donné un problème avec un avion. Si, exactement. Il s'est Ça a passé été quoi la grosse exactement? bête noire, mais le déclencheur de tout ce qui est arrivé après aussi, donc finalement c'était du mal pour du bien. Mais en gros, notre avion initial entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, il partait de Malaisie pour la Colombie et il avait une escale à New York. Ouais, Et cet avion-là, en fait, on savait pas quelque chose. C'est la première fois tous les deux qu'on allait. Enfin non, Jody y était déjà allé, mais étant gamine aux États-Unis. Mais du coup, c'est la première fois adulte qu'on y allait là-bas. ouais, Et du coup, on n'a pas regardé s'il fallait un visa ou un c'est ça. document, un truc, l'ESTA, du coup, que tout le monde connaît sauf nous. Et du coup, on n'était pas au courant qu'il fallait ça, même si tu restes dans l'aéroport. Parce que nous, on Ok, s'est dit, bah, on reste en transit. Notre avion initial, il avait 3-4 heures de transit à New York. Donc, du coup, on s'est dit, bah, tranquille, on reste dans l'aéroport. On avait regardé pour la Colombie qu'on soit en règle et tout. Donc, du coup, bah, on s'est fait refuser l'embarquement en Malaisie. ah ouais, Et en fait, on avait des amis qui nous rejoignaient en Colombie 2-3 jours après. Donc, on n'avait pas du tout de marge en timing pour les avions. Donc, du coup, bah, on a dû racheter un billet d'avion pour le lendemain. Donc, le premier avion nous a coûté 1 500 €. Non, le premier qu'on a raté nous a coûté 1 000 €, donc on l'a pas pris, et celui qu'on a repris 1 500 € chacun. Donc du coup, ça fait qu'on a perdu une grosse partie du budget. C'est un peu plus de 2 mois de budget selon waouh, notre calcul. Et donc du coup, là, c'était un peu la panique à bord. Mais avantage, ça nous a permis de visiter New York parce que du coup, on a pris un avion avec 17 heures d'escale à New York. Donc, on a ok, quand même pu un peu, voilà. Ma mère a eu pitié de nous en fait. Elle m'a envoyé une mission. Elle m'a envoyé un virement. Elle pouvait pas trop nous aider financièrement de beaucoup, mais là, le plus qu'elle a pu faire pour nous aider, elle m'a envoyé 200 € avec une mission de me dire, tu me ramènes un magnète de Broadway. Et du coup, ok. c'était la mission pour nous forcer à sortir À vraiment de sortir. l'aéroport parce qu'initialement, on était au fond du trou. Donc, nous, on voulait pas. On était juste en déprime, en mode, mais c'est mort quand on vient de perdre 2 mois de voyage avec une connerie de papier. Ouais. Alors qu'on était à l'heure à l'aéroport, on était 4 heures en avance à l'aéroport et tout. Et au moins, on a pu visiter New York, voir la Statue de la Liberté, Times Square, Broadway, tout ça. Donc ça, c'était vraiment incroyable. L'avantage. Un beau lot de consolation. Et comment vous avez fait du coup pour reprendre ces 2 mois Et de ben, perdu? alors le premier truc qu'on a fait qui était encore une mauvaise expérience par-dessus ça s'est pas fait tranquille le chemin. Non, l'autre mauvaise expérience du coup, ça a été que quand on est arrivé en Colombie, donc on a eu nos potes qui étaient là. Avec nos potes, on a quand même pas mal flambé, même si on a réussi à tirer leur budget vers le bas pour trouver un bon entre-deux. Ouais, Une fois qu'ils sont partis, on était vraiment à sec, là c'était vraiment compliqué. Donc du coup on s'est trouvé un woofing sur l'appli Workaway, ouais, donc pour aller bosser dans une ferme à côté de Bogota, à ok, Carica exactement. ok. Et donc le woofing sur les photos, tout, il paraissait nickel, travail à la ferme, aller aider à la traite, les légumes, tout ça. On se dit bah pourquoi pas, moi je suis petit-fils d'agriculteur donc ça m'intéressait grave en plus de voir un peu comment eux travaillent. Et du coup bah, on est allé là-bas
Sauf que une fois là-bas, c'était pas du tout ça. Déjà, on s'est retrouvés en centre-ville, pas du tout dans une ferme. Et en fait, ils étaient propriétaires d'une ferme en montagne où ils y allaient une fois par semaine à peu près, une petite journée pour contrôler que tout se passe bien. Ils avaient un fermier qui payait, qui était là-bas à l'année. Ok. Et donc du coup, nous, on s'est retrouvés à juste laver les vitres, faire le ménage, préparer à manger, faire les courses, accompagner la maman du jeune qui nous accueillait parce qu'elle était malade, donc il fallait l'accompagner à tous ses rendez-vous médicaux, tous ces trucs-là. Donc conduire, machin, mais rien à voir avec un travail à la ferme. Ok. Et on n'avait pas d'argent, on avait notre billet d'avion pour le Pérou qui était prévu pendant 3 semaines. Donc on avait 3 semaines où on savait qu'on n'avait pas d'argent pour voyager, quitter ce truc-là. Et on était obligé pendant 3 semaines de rester dans ce woofing-là qui était mais vraiment de la torture pour nous, c'était horrible. On était censé avoir une chambre privée aussi, sauf que la chambre privée c'était finalement une espèce de petite mezzanine où il y avait le coin bureau où le jeune de la famille jouait aux jeux vidéo jusqu'à minuit, 1 heure Oh du matin non. pendant que nous on essayait de dormir sur un matelas gonflable à côté. Ah oui, la Donc galère. on l'entendait gueuler, jouer, machin, c'était infernal. Les courses, c'était censé être, comme beaucoup de workaway, tu es censé avoir au moins un repas ou 2 repas gratuits par jour qui sont inclus contre tes 5 jours de travail par semaine. Là déjà, on travaillait 6 jours sur 7, voire des fois 7 jours sur 7 pendant les 3 semaines. On payait 50% de toutes les courses qu'on achetait. Donc franchement, on a certes économisé de l'argent par rapport à si on avait été dans un hostel à côté, Ouais. mais on a quand même dépensé des sous et on a été vraiment, pour moi en tout cas, les esclaves de la famille, quoi. C'était Ouais. vraiment petite exploitation. Enfin voilà, ils profitaient de la situation clairement. C'est vrai que les workaway, il faut toujours faire attention, hein. On peut avoir de tout, hein. Vous aviez regardé un Bah peu les avis ouais, ou... en fait, il avait que 2 avis, les 2 avis étaient bons. Ok, Mais ouais, ça peut arriver quoi. ouais, c'est Ouais. ça, vraiment. Ok. Après, le gars était sympa, hein, Ouais. mais ouais, il y a eu une fois où on s'est bien pris la tête avec lui au bout d'une semaine, un truc comme ça. Et en fait, on était tellement dans cette position d'impuissance, on n'avait pas d'autre sortie qu'on s'est infligé ça pendant 3 semaines. Et c'était vraiment, vraiment pas facile. Là, c'est vraiment une partie chiante. Donc du coup, Ouais. suite à cette expérience vraiment pas réussie de Workaway, on s'est dit, bah, on n'en fera plus, quoi. Plus jamais, c'est fini, terminé. Donc du Ok. coup, après, on a visité le Pérou. Il y a mon père qui est venu au Pérou. Donc là, ça nous a soulagé financièrement parce que du coup, bah, il payait les hôtels, tout ça. Donc du coup, là, on était vraiment tranquille. Et quand on est arrivé en Bolivie, là, on s'est mis du coup à se dire, bon, il n'y a plus d'argent, là, c'est compliqué. Il nous reste 2 pays à faire, Bolivie, Argentine et un bout de Chili. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va frapper aux portes, on va demander aux hôtels, aux restaurants, aux activités, tout le monde, est-ce qu'ils veulent des shootings photos ou pas. Parce que du coup, moi, j'étais parti avec un petit appareil photo un petit peu quali, ça va, pas pro, mais un peu quali, et avec un drone. Et du coup, je me suis dit, bah, on peut essayer de faire valoir ce savoir-faire, etc. Et du coup, bah, on a fait, je sais pas, je pense peut-être 30 ou 40 établissements en 3 semaines à La Paz, l'une des capitales, en tout cas de la Bolivie, il y a 2 capitales. Ouais. Et du coup, on a travaillé tous les jours, on allait dans des restos bosser, faire des shootings et tout. Ok. Et là, on est resté au total en Bolivie 41 jours. En 41 jours, on a récupéré 100% du budget qu'on avait perdu Vous avant. avez perdu. Ok. Et c'est ça qui nous a vraiment fait rebondir et qui nous a permis de tenir derrière. Comme quoi, il y a solution à tout problème, quoi. Exactement. Et c'est Ouais. là où je me suis rendu compte que j'aimais faire ça et Ouais. que je voulais faire ça en rentrant en France aussi. Ok. Je me suis dit, si j'y arrive avec un espagnol très moyen, en France, ça doit Ça ça doit doit pouvoir pouvoir le faire. marcher. Ouais, Voilà. excellent, excellent. Et si on revenait sur le début, est-ce que vous avez eu des... Bah, il y avait un peu ça, l'aspect un peu financier, je pense que ça vous travaillait quand même de partir avec cet argent, mais vous l'avez quand Bien sûr. même fait. Mais est-ce qu'il y avait d'autres peurs que vous avez eues Ah. avant le départ ou pas forcément Ben, la plus grosse peur, c'était vraiment l'engagement, le premier pas, de y aller. Pour nous, c'était impensable de y aller seul, déjà. Ouais, Alors que maintenant, si je devais le refaire, je me dirais, punaise, mais c'est facile. ouais, J'aimerais pousser les gens qui nous écoutent à se dire, faut y aller, quoi. Surtout l'Asie, pour le coup, je mettrais vraiment l'accent là-dessus. Surtout l'Asie, c'est vraiment facile, mais ils sont adorables, ils sont à l'écoute et tout. Donc ça, je pense, c'était la plus grosse peur qu'on avait. Et après, on n'avait pas trop d'autres peurs parce qu'on est quand même de nature un peu fonceur malgré ce côté de se lancer. Mais sur place, on savait qu'on saurait improviser et se débrouiller de pas mal de situations. Donc non, pas trop de frayeur à ce niveau-là. ok. Franchement, c'était surtout l'engagement de base, quoi. L'engagement Ouais, de prendre le billet de vol et de c'est franchir ça. ce cap-là. Y aller, Ok, y partir. aller, partir. Quitter un peu la famille, les amis aussi, quitter la Ouais, vie. Ce qu'on laisse derrière, c'est pas facile, mais c'était pas vraiment une peur. C'est plus un truc où c'est inévitable, tu es obligé si tu veux. Voilà. ouais, Et quand l'attirance est trop fort, bah, t'y vas et c'est let's ça, go. c'est ça. Et au niveau de ta famille, comment ils ont réagi quand ben, vous avez annoncé la nouvelle de... Allez,
On y va? En vrai, ils s'en doutaient un peu parce que du coup, il y a le côté où quand même, en tout cas, je parle surtout pour moi là, Ouais, où je voyageais pas mal et je bougeais un peu quand même. Donc ils s'en doutaient un peu, mais forcément un peu d'appréhension, un peu de peur. Les parents de Jodie, beaucoup plus de peur parce que je pense, étant une fille, il y a toujours ce côté-là où les parents ont plus peur de voir une fille partir qu'un fils. Mais ils nous ont quand même pas trop embêtés, mis des bâtons dans les roues, quoi. Ils n'ont pas essayé de nous raisonner, entre guillemets. ouais. Ils ont d'abord eu un peu peur et après ils nous ont accompagnés, ils nous ont quand même bien aidés à préparer un peu le voyage. Ils passaient beaucoup de temps sur des blogs, à nous envoyer des trucs. Même au début du voyage, ils nous envoyaient des trucs. Attention, au Laos, il y a une région où il y a eu une attaque à arme à feu, je sais pas quoi, allez pas là-bas. On a vu un bus qui s'est fait piller, j'espère que c'était pas votre bus, machin. Donc ils Ouais, suivaient quand même bien les infos de les chaque infos. pays où on était, avec un peu d'avance sur l'itinéraire OK. pour, euh, pour faire un peu les éclaireurs. Bon, je pense que c'était plus pour les rassurer eux que nous, parce que nous, franchement, on lisait ça en diagonale. Mais, Ouais, c'est ça. mais On n'est pas dans la même puis après, vision. ça fait flipper, ça fait stresser si tu regardes que les trucs négatifs. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup dans ces pays-là, mais bon, il y en a en France aussi. Puis la télé va quand même nous amener pas mal de négatifs et ils C'est vont pas dire. anxiogène. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais, Donc c'est pas ça qui va nous aider à nous rassurer quand on part en tour du monde. clairement. Tout à fait. Faut y aller en confiance. Exactement. Des fois, on se sent même, c'est ce qu'on disait avant quand on était en train de monter, on se sentait des fois plus en insécurité en France. Ouais, Alors, en Suisse, moi, je ne le ressens pas trop, mais qu'en France, des fois, on se sentait plus ouais, en insécurité que, par exemple, en Colombie, où tu as dit, on a c'est vrai. été dans des villes où on pouvait entendre des fois des armes à feu, mais on ne Ouais. s'est jamais senti forcément Non, en non, insécurité, clairement, on quoi. restait par contre, dans les pas que les gens nous disaient. Ils nous disaient, bah, ce quartier il est bien, celui-là il est pas bien, et ben on reste dans celui qui est bien. Et on va pas chercher à faire des folies, à aller en dehors, etc. J'ai un ami colombien chez qui on a été à Bogota pendant 3 semaines dans sa famille, qui nous a accueillis vraiment chez lui. Et lui, même en étant de là-bas, il nous disait, il y a des règles à respecter, il faut les respecter. Et par exemple, lui, pour aller au bar qui était à peut-être 200 mètres de chez lui, il appelait un vigile que tout le quartier paye. C'est un mec, il est payé 24 heures sur 24 pour tourner dans le quartier, tout le monde donne un petit billet. Ok, Et en gros, il appelait ce vigile-là, il venait devant la maison, il sonne, on sort, on est accompagné par le vigile, donc avec un gros bâton pour se battre au cas où, un petit vélo et un bâton. Et il nous accompagne jusqu'au bar. Et une fois qu'on a fini le bar, on le rappelle, il revient au bar et il nous réaccompagne jusqu'à la maison. Et on reste que dans les rues où il y a des lampadaires, où c'est éclairé. Tu prends pas les raccourcis où il n'y a pas de lampadaire. Et on a respecté ça pendant les 3 semaines, on y allait quelques fois au bar à côté. Et il s'est jamais rien passé, c'était toujours nickel. Et lui il nous disait qu'il a eu quelques fois un peu la flemme de l'appeler, où le gars il est pas dispo tout de suite ou je sais pas quoi. Et ben à chaque fois il se fait racketter un téléphone, t'as un couteau dans les côtes là sous une veste qui t'appuie, qui te dit tiens file-moi tes sous. Et ça arrive quoi. Mais faut respecter les règles et quand tu les respectes, bah, il se passe rien. ok, ok. Donc on peut pas dire que c'est un pays ultra sécurisé non plus. Ouais, Et c'est valable pour quand même l'Amérique latine en général, tout mais à fait. surtout la partie nord, Pérou, Colombie. Mais, euh, mais tant que tu fais pas de folie, que t'es pas trop bête entre guillemets, ça va, ça se passe bien. Ok, c'est vrai que c'est ça, il faut juste respecter un peu les règles du pays. C'est Ouais, ce que moi j'ai eu aussi pendant mon voyage solo, c'est que chaque pays où j'allais, je regardais un peu comment ça se passait, comment il ouais, fallait se comporter, si on pouvait sortir le soir ou pas. Puis bah, du coup, tu te mets dans les règles et à partir de là, habituellement, ça se passe quand même assez bien, quoi. c'est clair. Tout à Et en fait. fait, ils ont mis beaucoup de moyens, je pense surtout à la Colombie pour là. La Colombie a vraiment cette histoire avec les narcos qui est très 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 compliquée. Et du coup, ils ont mis énormément de moyens de police qu'on appellerait nous la police municipale en France. Mhm. Donc les policiers qui sont très légèrement armés, voire pas armés, juste avec des matraques ou des trucs comme ça. Et en fait, ils en ont énormément. Souvent, c'est les jeunes policiers qui se forment pour être du coup après sur des postes plus importants. Et du coup, ils en mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les centres-villes, les centres historiques, etc. Donc il y a quand même cette présence omniprésente. Il n'y a pas une place où il n'y a pas un policier, quoi. Ok, Donc vraiment, tu te sens vraiment safe. Ils mettent beaucoup de barrières aussi, les barrières anti-émeutes là, ouais, des barrières en fer de partout autour des gros monuments. Ce qui fait que tu passes des périmètres de sécurité où ils te passent au détecteur de métaux, etc. Tu rentres dans le monument, enfin dans la cour du monument, même avant le monument. Tu as vraiment un espace, une place entière qui est protégée, où à l'intérieur tu sais qu'il n'y a ni couteau, ni arme à feu, ni rien, ok, parce que c'est contrôlé. c'est contrôlé. Ok, Donc voilà, t'as quand même ce côté où tu vois le danger un peu parce qu'ils mettent les moyens en place. Tu te dis, s'ils font ça, c'est qu'il y a quand même des choses derrière. Mais à la fois, tu te sens pas en insécurité du coup, une ok, fois que tu es dedans. intéressant.
Et puis, si tu pouvais nous dire, allez, 2 petites anecdotes insolites ou amusantes que vous avez vécues pendant le voyage, tu pourrais dire quoi? Euh, Bah, ça, insolite, je sais pas si c'est vraiment insolite parce que je pense que beaucoup la vivent, mais c'est un truc qu'il faut peut-être dire aux gens, c'est les rencontres. Les rencontres, déjà, Ouais, c'est. à fond. Déjà, on a rencontré des gens, bon, ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo, des gens qui habitaient à Annecy et qu'on n'avait jamais rencontrés en étant nous aussi à Annecy depuis des années avant le voyage. Et on les a rencontrés au Laos en ayant des contacts en commun, du coup, des gens en commun sur Instagram quand on a échangé nos contacts. Et ces gens-là, on les a re-rencontrés par hasard sur notre chemin en Thaïlande, au Vietnam, en Thaïlande et aussi en Indonésie. Indonésie, j'ai un doute, je mélange peut-être. Mais en tout cas, au Vietnam, en Thaïlande, c'est sûr. Et du coup, ça, c'est vraiment le truc que j'ai remarqué, c'est que les gens qu'on rencontre, on a souvent les mêmes itinéraires, les mêmes envies, les mêmes lieux. Et du coup, en fait, t'es jamais seul en voyage. Et nous, en Ouais, étant c'est en vrai. couple, finalement, on a peut-être même moins rencontré de gens que ceux qui partent en solo. Donc, faut pas hésiter à partir en solo ou quoi. Et ça fait des rencontres qui sont incroyables, quoi. On a Ouais, pu voir des choses ensemble qui étaient folles, tester des trucs incroyables, notamment sur les plages en Thaïlande, j'en dirai pas plus. ok. Mais C'est vrai que je confirme qu'en voyage solo, moi qui l'ai fait du coup pendant ouais, 2 ans, tu choisis en fait ouais, d'être seul ou pas. Quand tu as clairement. envie, ben, c'est parfait. Ouais. Et sinon, tu n'es jamais seul, quoi. Tu es Bah toujours ouais, à la tu rencontre vas de dans un bar ou quelqu'un, quoi, ou c'est même un ça. restaurant. Dans la rue, c'est des rencontres qui peuvent être spontanées Ouais, ou des rencontres qui créent des vrais liens d'amitié. Et ouais, ça, c'est assez génial. Donc, il ne faut pas avoir peur de se retrouver seul, que ce ouais. soit ben, du coup en couple ou finalement aussi solo. Ouais. Et pour l'autre petite histoire qu'on a eue aussi qui était vraiment cool, ça, que je peux recommander, c'est pour le Vietnam. En fait, on a acheté une moto au Vietnam pour traverser le pays en moto. Ah, Et génial. ça, c'était vraiment, enfin pour moi, c'est ce qui fait que le Vietnam fait partie de mes top pays favoris. Alors que de base, pour la petite histoire, c'est un pays que je voulais pas faire, le Vietnam. Ok, pourquoi? C'est parce qu'en fait, en termes de timing, en ayant commencé par la Thaïlande, moi, ça me paraissait plus logique de faire donc la Thaïlande. On monte dans le nord, on traverse au Laos, on traverse tout le Laos pour faire vraiment le Laos, et ensuite on arrive au Cambodge, et après on revient en Thaïlande pour faire les îles et continuer Malaisie, Indonésie, toujours vers le sud. Donc moi, ça me faisait un peu flic d'aller au Vietnam, mais du coup de traverser le Laos que dans le sens horizontal, pas Ok, faire la verticalité, tu vois. ouais, Et du coup, ce qu'on a fait, on n'a pas fait l'intégralité du Laos. Donc ça, petite déception par rapport à ça. ouais. Par contre, du coup, le Vietnam, on l'a vraiment fait de tout en haut à tout en bas en achetant une moto qu'on a revendue donc à la fin. Et c'était une sensation de liberté qui était incroyable. On avait notre petite moto, on mettait les 2 gros sacs à dos sur le côté de la roue. On avait fait Ouais, installer des petits racks qui étaient soudés sur les côtés, en forme de L. Et on était tous les deux dessus et let's go quoi. trop Et bien. c'était incroyable. Ça, franchement, c'est un truc que je recommande. Ça coûte pas cher. Faut, faut avoir une petite expérience de conduite avant, mais scooter ou moto, on s'en fout. Et c'est assez simple là-bas. Il n'y a pas trop de contrôle routier ou quoi. Et c'est facile, quoi. C'est facile. Belle vie. Ah, tu m'étonnes. Et dans du coup des anecdotes, est-ce que tu en as une où sur le moment c'était pas forcément drôle, c'était hyper stressant, mais que finalement quand tu le racontes maintenant, t'en rigoles? Il y a... c'est- Hum, Qu'est-ce qu'on a pu avoir? Attends, je me réinstalle. Vas-y. Euh, Pas forcément drôle sur l'instant. Il va pas me piquer ma caméra, mais il est venu faire son petit tour, lui, tranquille. Et ah, c'est bon. Euh, Si, mais du coup, ça revient sur la Colombie. Ouais, si, je pense que c'est. Ouais. En Colombie, il y a un logement où on s'est fait une petite frayeur, mais avec le recul, il s'est rien passé de grave. Du coup, c'est marrant qu'on ait eu un peu ce petit piment. Mais en gros, il y a un logement qu'on a pris à Carthagène, donc Ouais. Cartagena, pas confondre avec Carthagène en Espagne, Ah oui, bah oui, et effectivement. donc qui est sur la côte caribéenne. Ouais, Ouais, si c'est caribéenne. ça. Ouais, Putain, j'en je sais rien. crois, ouais. Et bref, du coup, là-bas, on arrive là-bas, donc pareil, petit budget, on était avec nos potes, donc on prend pas un logement dans Carthagène parce que ça coûtait super cher. On le prend un peu en dehors, mais proche de l'aéroport, en se disant que proche de l'aéroport, il y a du passage et tout, ce sera bien. Donc du coup, on prend le logement, un Airbnb, donc pas de réceptionniste, rien. On va dans le Airbnb, boîte à clé, on chope la clé, on rentre, on s'installe, tout. Et en fait, dans la rue, quand on est sorti du taxi, il y a un mec super bizarre qui était avec un caddie de course vide, le pantalon en bas des genoux défoncé, le regard éclaté et tout, le caddie vide évidemment. Et il passe à côté de nous, il nous a regardé pendant toute la rue, il nous a regardé pendant une centaine de mètres à Ah, peu près. chaud. Et là, on s'est dit, putain, où est-ce qu'on est arrivé? C'est quand même un peu bizarre. Bon, bref, on tilte pas plus, on s'installe, machin.
On va dans le centre-ville pour visiter un peu Carthagène. On reste un peu tard, peut-être jusqu'à 10h, 11h, un truc comme ça. Et là, on prend un taxi qui nous ramène du coup à notre spot. Et le taxi, quand il tilte l'endroit où il nous emmène, il nous fait mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Et là, on fait bah je sais pas, ça fait 2 jours, un truc comme ça, machin. Tu fais mais il vous est rien arrivé, ça va, tranquille? On fait bah pourquoi? Genre ouais, le quartier, on a vu un mec chelou, mais normal. Et là, en fait, il nous explique que c'était certainement le ou l'un des pires quartiers de tout Carthagène dans lequel on s'était installé. Et il nous dit, là, je vous ramène parce que j'ai pas envie qu'il vous arrive un truc, donc je vous emmène devant chez vous. Ouais. Mais sachez qu'à partir de 10h à peu près du soir, il n'y a plus aucun taxi qui va vous emmener là-haut. C'est très dangereux et surtout, il ne faut pas aller au bout de la rue. Donc il nous a posé, c'était une rue à sens unique qui du coup est une voie sans issue. Et nous, on était au début de cette voie sans issue. Et en fait, non, c'est pas une voie sans issue, c'est une voie à sens unique, pardon, juste avec un sens interdit dans l'autre sens. Et donc du coup, lui, au lieu de, une fois de nous avoir posé, au lieu de continuer de s'enfoncer dans cette rue pour suivre le sens de la circulation, il a fait demi-tour et il a pris le sens interdit, du coup, pour repartir. Et en fait, il nous a fait comprendre qu'il faut surtout pas aller au bout de la rue, quoi. Vraiment, faut pas. C'est... Ok. Et c'est de là que venait le mec avec le chariot. Et Ah du ouais. coup, à mon avis, c'est qu'il devait y avoir du gros trafic là-bas. Donc on n'a Ah, jamais su plus, mais toutes les maisons étaient barricadées avec des grandes grilles devant, des grilles ah aux fenêtres de ouais. partout. La mafia. Et là, on a tilté que c'était peut-être, ouais, peut-être là, on était sorti un peu des sentiers battus. Ouais. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut rester dans ce qu'on conseille. Ouais. Et si on ne conseille pas, Mieux voilà, vaut pas, quoi. exactement. Ok. Ah ouais. Mais bon, sur le moment, c'est toujours un peu ouf. Puis après, quand on se dit, waouh, en fait, on a vécu ça, quoi. C'est dingue. Ouais, C'est ouais, dingue. bah, c'est fou quoi. Ouais, c'est dingue. Et est-ce que, alors, souvent je pose la question, puis on me dit, mais en fait, tout était bien. Mais est-ce qu'il y a eu un pays vraiment qui a été coup de cœur pour toi, ou finalement tout pays avait quelque chose Bah, ils ont évidemment tous leurs auquel- points forts, points faibles, hein, mais Ouais, moi je dirais le coup de cœur par rapport au fait que c'était vraiment inattendu, c'était le Vietnam. Comme je disais, je voulais pas y aller et finalement avec la moto et tout, la liberté, les paysages sont fous. Et un truc que j'ai bien aimé au Vietnam aussi, c'est que c'est un pays qui dépend pas trop du tourisme. Ils ont quand même beaucoup d'industries qu'ils exportent dans le monde entier, tout un tas de produits de toutes sortes. Et du coup, ça fait que quand tu es là-bas, t'es pas à regarder, alors sauf dans les lieux vraiment extrêmement touristiques, mais en étant en moto, on s'est éloigné un peu de ces lieux-là aussi. ouais. Et dans la plupart des cas, t'es pas à regarder comme un portefeuille sur pattes, je trouve. Tu as un Ah, peu c'est ce marrant ce que tu côté dis. où ils te laissent tranquille, ils s'en foutent, ils en ont rien à faire de toi, limite un peu froid. Comme un touriste qu'on pourrait avoir, il faut vraiment s'imaginer ça en France, à Lyon. Je prends une ville au hasard, et bah, tu croises un touriste étranger, tu vois sur sa tronche que vraiment c'est pas un Français, quoi, que c'est vraiment un touriste en backpack ou quoi, tu le calcules pas, tu vas pas lui parler, tu vas pas lui vendre un truc, tu vas pas, non, tu t'en fous, tu le calcules pas. Ouais. Et ben là-bas c'était pareil au Vietnam, ils nous Mais du coup, calculaient pas. en dehors des zones touristiques. Ouais, oui. Ouais, ok. Ouais, dans les villages, les restaurants, mais partout où c'est pas trop touristique, tu vois. Ok. Et ça, moi, j'ai bien aimé parce qu'au moins, les interactions que tu as avec les gens, t'en as moins, mais quand tu as une interaction, elle est sincère, elle est honnête et elle est plus profonde, je trouve, plus intéressante. Et Ok. j'avais bien aimé ce truc-là. Contrairement à la Thaïlande ou même les zones très touristiques du coup du Vietnam où ils vont te choper par le bras, viens voir ma carte de mon restaurant, machin, ils Ouais. t'alpaguent tout le temps et ça, c'était un peu chiant. Alors que là, on a vu une version plus authentique, je trouve, du Vietnam grâce à la moto, quoi. Ok, mais c'est intéressant parce qu'en fait sur le Vietnam on peut tout entendre, hein. Moi j'ai Ouais, entendu le contraire ouais, où des fois ils voient qu'on est de l'argent et ouais, ils viennent et du coup ils sont prenants et là il y a du coup ça aussi, ben t'as c'est clair. ce côté-là où en fait pas forcément quoi, ça Faut dépend arriver à vraiment se de ton perdre un peu, parcours. quoi. Ouais, c'est ça. Ok, c'est hyper intéressant. Et pour ton retour de voyage, donc ça fait pas si longtemps que ça, de ce Ouais, que fin janvier. fin Ouais, il y a janvier. 6 mois, 7 mois, 6 mois. Et au niveau personnel, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui ont changé Ouais. depuis ce voyage-là au niveau, voilà, tu t'es développé, peut-être tu as plus confiance Ouais. ou même autre chose, mais quelque chose qui a changé depuis le départ? Alors moi, il y a le truc qui me marque le plus, entre guillemets, c'est que je suis beaucoup plus... Alors je suis quand même quelqu'un de bavard, mais je suis quand même plus à l'écoute maintenant qu'avant. Avant, j'avais tendance, j'ai l'impression, en tout cas, quand il y avait des soirées, des rencontres avec des gens, etc., à beaucoup parler, beaucoup, je sais pas, me mettre en avant et tout. Ouais, Alors que maintenant, je suis plus du tout là-dedans, je suis plutôt un peu plus réservé, même si encore une fois, je reste un peu bavard, hein, ça enlève pas ça. ouais, Mais du coup, ouais, un peu plus posé, plus réservé, plus réfléchi. Et je vais moins parler pour parler. C'est-à-dire que s'il y a une conversation, je sais pas, que ce soit politique, de voyage, de n'importe quoi, eh ben, je ne vais pas tout de suite chercher à donner un avis, contrairement à ce que j'aurais pu faire avant, et réfléchir en parlant. Maintenant, je vais plus réfléchir dans ma tête, me poser sur le sujet
Et en fait, je sais pas, c'est comme s'il y avait plus d'infos qui arrivaient dans mon cerveau maintenant, alors qu'avant, il n'y avait qu'un chemin dans le cerveau. Et là, maintenant, j'en ai débloqué plusieurs. Et du coup, je dois prendre le temps de tous les écouter, entre guillemets, pour trouver ma bonne réponse avec mon Ok, expérience. Donc, en gros, j'ai peut-être imagé, en gros, gagner en ouverture d'esprit. Je pense que c'est un peu ça, c'est un peu le ça. truc. C'est voir la vie un peu différemment, ouais. Et je pense que c'est en lien avec les rencontres que tu as fait des différentes cultures. Ouais. Ouais, qui Et t'a... puis, enfin, il y a ça aussi, mais il y a aussi par rapport à la difficulté du voyage, parce que c'est quand même pas que des choses faciles, Non. tout ce qu'on a géré, tout ce qu'on a réussi à traverser, etc. Moi, ce que je disais souvent avec Jody, c'est qu'en un an de voyage, on a l'impression qu'on a pris 4-5 ans de maturité. Ah ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a choqué de ouf. Et quand je suis rentré, mes potes me l'ont dit aussi. Ils m'ont dit, ah ouais, j'ai l'impression que t'es vraiment une autre personne, quoi. T'es beaucoup plus posé, beaucoup plus moins foufou, quoi. Ok. Donc ouais, c'est, je pense, la chose qui a le plus changé. Et professionnellement parlant, évidemment, parce que du coup, ça m'a ouvert la voie de me dire, ok, moi, je sais ce que je veux faire maintenant, je veux vivre de la photo, de la vidéo. Et ben, je me donne les moyens pour aller là-dedans. Parce que du coup, avant, tu m'en as parlé avant le tournage, mais Ouais, tu étais dans quelque chose qui n'était pas j'étais forcément... acousticien avant. Ouais, je travaillais dans l'acoustique du bâtiment, Ouais, donc en lien avec l'architecture du bâtiment pour les problèmes d'isolation phonique. Et j'aimais un peu mon métier, j'aimais quand même bien mon métier, mais c'était pas un métier passion. J'aimais bien mon entreprise où j'étais jusqu'à ce qu'il y ait le Covid et que ça parte un peu en cacahuète. Mais il y a un truc que j'aimais pas dans mon métier, c'est que j'allais chez des gens qui se plaignaient tout le temps. Parce que ils ont un problème d'acoustique, j'entends trop l'usine en face de chez moi, la boîte de nuit je l'entends trop, qu'est-ce qu'on peut faire? Mes voisins ils font du bruit et machin. Et au début ça me dérangeait pas parce que ça fait des déplacements, des interactions avec des gens. ouais, Et j'avais besoin de garder ce truc de beaucoup bouger et d'avoir des interactions avec les gens, mais un truc plus positif. Et là oui, maintenant, quand je vais faire un shooting photo chez des gens, tu peux être certain que si c'est pour un hôtel, un resto, n'importe quoi, ils vont faire en sorte que leur lieu, c'est leur petit bébé, il va être incroyable, tout propre, tout nickel. Eux, ils vont être tout nickel, ils vont me recevoir le plus agréablement possible parce qu'ils investissent sur moi, sur le projet et ils veulent que la sortie soit bonne et belle. Donc du coup, il y a forcément tout le temps un très bon feeling avec les gens. Et je trouve ça beaucoup plus agréable que quand tu arrives et que les gens ils râlent, ils gueulent et que voilà. donc là, tu as vraiment changé totalement de... Ouais, rien à voir. Rien à voir. Et Rien là, à c'est voir. Changement vraiment radical. un métier de passion, quoi. Exactement. Et si tu en parles un peu plus comme ça, s'il y a des personnes qui peuvent être intéressées pour travailler avec Romain ouais, avec Romain avec Romain après, Voilà. qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais exactement Alors moi, je fais de la photo et de la vidéo, donc des deux. Au sol, donc avec des caméras comme là on se filme, Ouais, et aussi avec du drone, plus du drone FPV, donc le drone avec le masque, là où on voit le retour vidéo du drone. Et en gros, je vais travailler sur mes clients principaux, ça va être les acteurs du tourisme au sens large. Donc les acteurs du tourisme, ça peut être des offices de tourisme pour mettre en avant des lieux, comme par exemple, je sais pas, ça aurait pu être la ville d'Annecy qui me dit on n'a pas assez de photos de la Tournette, ce qui n'est pas le cas, mais on n'a pas assez de photos de la Tournette, est-ce que tu peux nous faire un petit reportage photo? Et eux, ça leur fait des posts pour leur Instagram. ouais, Ça peut être aussi des hôtels, des restaurants qui vivent un peu du tourisme et qui ont besoin d'être présents sur les réseaux sociaux. Il y a ouais, souvent un lien avec les réseaux sociaux quand même, c'est les aider à créer du contenu pour leurs réseaux sociaux. ok, Souvent, c'est la finalité quand même, c'est que ce soit pour leurs réseaux sociaux, pour leur communication. ok, Donc voilà, mais acteurs du tourisme au sens très large, hein, ça peut être des locations de vannes, ça peut être du bateau, ça peut être un tour en montgolfière, ça peut être n'importe quoi lié à ça. génial, Voilà. trop bien, Ah ouais, le but c'est c'est trop de bien. bouger le plus possible parce qu'après un voyage, on devient un peu addict à ce truc de tout le temps partir, tout le temps bouger, Je suis découvrir, d'accord. rencontrer. Et c'est dur de rester et se poser, quoi. C'est ça. Il y en a des qui vont revenir et qui vont se poser, mais souvent Ouais, on a trouvé quelque chose qu'on aimait dans le voyage et qui nous fait, ouais, c'est qui nous ça, donne envie de repartir et de redécouvrir, quoi. c'est Mhm. clair. Si tu avais des conseils à donner pour des personnes typiques qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui aimeraient aussi franchir un cap, un rêve de voyage, d'un tour du monde ou d'un voyage de Mm. quelques mois, mais qui là s'empêchent de le faire par rapport à ce manque financier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, il y a plein de solutions pour pallier à ce problème-là et j'en ai essayé plusieurs. On est parti en créant une entreprise déjà, par exemple. Donc, si vous avez une compétence particulière dans un domaine, il y a plein de métiers qui peuvent être faits en remote à l'étranger, depuis juste avec une connexion Internet. Faut savoir que tous les pays qu'on a fait ont une meilleure connexion Internet qu'on a en France, hein, pour la plupart.
La 4G au Vietnam, par exemple, tu peux être au fin fond de la jungle, tu auras la 4G, la 5G à fond. Ok. Donc, en fait, Ah c'est ouais. des pays qui ont installé des réseaux Internet très récemment. Il y a 30 ans en arrière, ils avaient très peu de réseaux. Ok. Contrairement à la France qui a été un peu pionnière là-dedans. Et du coup, on a des infrastructures qui sont vieillissantes en France. Eux, à l'inverse, vu que c'est très récent leurs installations, ils ont mis tout de suite des trucs très haut de gamme, très gros. Et du coup, ça fait que là, ils sont vraiment plus avancés que nous. Donc faire un job en remote, ça peut être une solution pour faire rentrer un peu de sous. Se garder une journée ou deux par semaine où tu travailles en distanciel. Peut y avoir aussi, mais ça par contre, il faut que ça vienne d'une envie, il ne faut pas que ce soit une contrainte, mais se faire un compte Instagram, c'est quelque chose d'assez simple de créer un compte Insta, partager son voyage, essayer d'être sérieux dans la création de contenu. Et en fait, ça peut apporter beaucoup de choses. Nous, on est parti, on avait peut-être 1000 abonnés sur Insta, 1000 ou 1500, un truc comme ça. Et même avec ce nombre d'abonnés-là, on arrivait à avoir de temps en temps des hôtels qui nous offraient des nuits gratuites, des restaurants, des bons restaurants qui nous offraient des repas gratuits. Et mine de rien, ben, ne serait-ce que 3-4 nuits par mois, 3-4 restaurants par mois, et ben, ça pèse un peu dans le budget quand même. Et ça fait des expériences un peu différentes aussi. Ok. Donc même à petit niveau, de la création de contenu sur les réseaux, ça peut apporter aussi des choses. Et puis après, bah, il y a plein de gens qui ont des compétences qu'ils peuvent faire en vrai, en live aussi. Euh, Ça peut être, on a rencontré pas mal de gens qui faisaient, surtout en Thaïlande, ça marche bien, des bolas, par exemple des spectacles de bolas, des trucs comme ça. Donc des Oui, gens qui sont jongleurs ou c'est quoi. vrai. Tu te mets sur la plage, ça marche de ouf. Tu passes avec le chapeau, tu te fais le budget d'une semaine de vacances en une soirée, quoi. Mais bon, faut des compétences particulières. C'est C'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais Et si d'un coup, ces personnes-là, peut-être tu as aussi rencontré beaucoup de monde qui sont peut-être partis avec un petit budget, mais ouais, si les personnes-là qui nous écoutent aimeraient partir mais n'ont pas forcément envie de travailler durant le voyage, ouais. est-ce que tu penses qu'avec un budget de 7000, tu peux faire un beau voyage un peu Ouais. aux quatre coins de la planète ou juste en Asie ou comme ça? Est-ce que tu penses que c'est Alors possible? déjà, juste pour l'Asie, large. L'Asie, Ouais. ça coûte vraiment rien du tout. On a trouvé beaucoup de chambres d'hôtel à 8 euros la chambre privée avec salle de bain privée. Ouais. Donc si tu es à deux dedans, ça fait 4 euros chacun. Les dortoirs, souvent, le ratio est respecté. Quand tu es dans un dortoir, ça va être 4 euros par personne et la chambre la moins chère va être à 8 euros pour les deux. Donc déjà, ça, c'est en Asie, c'est certain, il n'y a besoin de rien du tout. Franchement, ça coûte vraiment pas cher. On mange pour 1 euro dans la rue. Enfin, franchement, Ok. c'est hyper facile. Pour la partie Amérique latine, moi, je dirais que non. Je dirais que faut un budget plus conséquent. Nous, on en a quand même chié à remonter la pente. On a réussi, on l'a fait, mais pendant qu'on y était, on s'est rendu malade, on a travaillé pendant des heures et des heures. Moi, quand je faisais les shootings photos, c'était le matin, je me levais à 8 heures pour aller attaquer les trucs. Je me couchais à 2-3 heures du matin pour finir de retoucher les photos, rendre les trucs, pour enchaîner le lendemain avec... Enfin, voilà, c'était pas des vacances du tout, c'était vraiment compliqué. Donc l'Amérique latine, moi, je le conseillerais à ceux qui ont un peu plus de budget quand même que ça. Mais par contre, oui, on peut être jeune étudiant, avoir juste travaillé en alternance, faire, je sais pas, 4-5 mois en tant que serveur, n'importe quoi, peu importe, on s'en fout. Mettre un peu des sous de côté, sacrifier un peu sa vie en France avant de partir en voyage et partir avec que dalle et vivre la vie de roi, aller se boire des bonnes bières sur des plages paradisiaques en Thaïlande et visiter des trucs de fou parce que la plupart des choses sont gratuites à visiter ou Ouais, coûtent très peu et la bouffe et le logement coûtent rien. donc c'est faisable. Donc c'est largement faisable. En tout Ouais. cas, pour le continent de l'Asie du Sud-Est. Ok, super. Et si on ne parle pas du tout de finances, Ouais. Ouais. mais s'il y a quelqu'un qui a envie de franchir un cap pour un voyage de rêve depuis longtemps, que ce soit solo, en couple, comme ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Voilà, parce qu'ils n'osent pas, ils ont peur et tout ça, il y a plein de Euh, barrières. Qu'est-ce que tu pourrais dire là pour les pousser à le faire? Moi, j'ai vraiment eu le déclic, je pense, dans ma tête quand je me disais ma vie, ça va pas, ça allait pas. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, je savais pas encore exactement quoi. C'est le voyage et la distance par rapport à ma vie d'avant qui m'a fait me rendre compte précisément des choses qui allaient pas dans ma vie d'avant. Ouais, Mais quand on sent qu'il y a un mal-être, qu'il y a quelque chose qui cloche, euh, ou un réel besoin de partir aussi, ça peut être plus clair. Moi, en tout cas, c'était pas un réel besoin de partir, c'était un mal-être dans ma vie que j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus sur exactement ce que c'était. Mais j'étais pas à 100% bien dans ma vie. ouais, Et je pense que ça a vraiment été ça, moi, ma prise de conscience de me dire let's go, faut y aller. Donc le conseil, ce serait ça, ce serait de se dire aujourd'hui, si vous êtes bien dans votre ville, le voyage, c'est pas la solution à tous les problèmes non plus. C'est pas pour tout le monde forcément, parce que c'est aussi beaucoup de problèmes et c'est un chamboulement de fou dans la vie d'une personne. tout à fait. Mais par contre, s'il y a un mal-être et que vous sentez qu'il y a un truc qui vous attire ailleurs, bah, je pense qu'il ne faut pas attendre 107 ans, il faut y aller. Et dès que vous avez l'opportunité, il faut la saisir et il faut partir, quoi. Il n'y a pas à organiser des années à l'avance, il n'y a pas.
Bon, évidemment, les gens qui ont des enfants, des choses comme ça, c'est plus compliqué. Ouais. Mais en tout cas, les gens qui sont solo ou en couple et que c'est sur la même longueur d'onde, pas attendre 107 ans, il faut se lancer, quoi. Exactement. Ok, on arrive gentiment à la fin. Ouais. Donc merci beaucoup Merci à toi. pour ce partage et cette idée de podcast en nature qui est De incroyable. cadre qui change un petit peu ouais, de l'ordinaire. c'est génial, c'est génial. Je vais en refaire. Je vais en refaire. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup pour ton temps, Eh ben, merci à toi. d'avoir échangé sur ton histoire, de toi et Jody du coup en Ouais. voyage. Et voilà.